2024 est là, synonyme de renouveau et d'opportunités. Peut-être avez-vous cette année des projets, des résolutions pour changer votre vie professionnelle. Alors les amis, pensez au parcours Chance. Chance, fidèle partenaire de Métamorphose. Chance, c'est ce bilan de compétences qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, redéfinissez vos objectifs et retrouvez ce qui vous anime vraiment avec un coach dédié. Chance, c'est aussi une communauté engagée qui est là pour vous soutenir, vous épauler et vous ouvrir son réseau. Et en prime, le parcours est 100% finançable grâce au CPF. Alors les amis, je vous invite peut-être à surfer sur l'énergie de la rentrée et des bonnes résolutions pour cette fois-ci vous mettre en action. Rendez-vous immédiatement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Et si nous nous trompions sur ce qu'est la sexualité aujourd'hui ? De nombreux couples en difficulté avec leur sexualité viennent consulter les thérapeutes pour témoigner. Ils s'aiment mais ne font plus l'amour, ou bien ils font l'amour mais n'éprouvent pas de plaisir ou en trouvent ailleurs. Thérapeute psychocorporel, sexothérapeute et thérapeute de couple, mon invité du jour a publié son récent best-seller « S'expanouir, les 7 secrets qui transforment notre vie sexuelle et amoureuse » aux éditions First. Comment faire pour que la sexualité ne soit plus vue comme quelque chose de séparé de soi-même, mais bien comme l'expression du sentiment que chacun éprouve l'un pour l'autre. Comment renouer avec l'intimité, ce lâcher-prise qui nous emportait lors des premiers émois de la rencontre. Comment réussir à lier émotion et amour dans la sexualité. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte des 7 secrets qui ont le pouvoir de transformer notre vie amoureuse. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Guillaume de Brémisson. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne. Alors ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors déjà, tu m'avais invité dans l'Université de l'amour, ce format que vous avez avec ton épouse, où vous recevez un certain nombre d'interlocuteurs sur des thématiques liées à l'amour, mais pas forcément liées en fait à la quête de sens, c'est ça ? Oui, on peut dire que c'est lié à la quête de sens, mais l'amour, c'est la quête de sens, et la quête de sens, le sens, c'est l'amour. Bien sûr. Donc finalement, tout se rejoint. Tout ça se rejoint. Alors avant de démarrer cet entretien, puis on se connaît un peu parce qu'on s'est déjà vu en dehors de cette interview, donc je connais un peu votre parcours, mais tu étais journaliste, conférencier, maître de conférence. Comment est-ce qu'on devient comme ça, sexothérapeute ou thérapeute de couple dans un parcours ? On pourrait avoir l'impression, sans forcément, parce que c'est pas forcément un podcast de témoignage, Métamorphose, mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Oui, j'ai commencé ma carrière comme journaliste, et puis du journalisme, je ne sais plus qui disait le journalisme c'est magnifique et à condition d'en sortir, et donc je suis sorti du journalisme et j'ai créé une entreprise et puis une autre, et puis sur ce parcours de chef d'entreprise très occupé, j'ai eu des heurts et des malheurs. Et j'ai vécu une année en 2008 qui a vraiment été une année charnière pour moi dans ma construction, parce qu'il s'est passé plein d'événements simultanément. J'ai perdu mon père, j'ai accompagné ma compagne de l'époque dans un épisode très douloureux pour elle qui l'a amenée en hôpital psychiatrique. J'ai accompagné ma mère qui était immobilisée à ce moment-là. Voilà, tout ça a été très entremêlé, et je suis sorti, d'une part épuisé cette année 2008, et en me disant, il y a un sens à tout ça qui m'échappe, et il faut que je comprenne ce qui se passe. Et là, je suis entré dans l'univers de la thérapie par le psychocorporel, à la suite de plusieurs personnes qui m'ont finalement guidé vers une thérapeute psychocorporelle, et presque en même temps que j'ai débuté cette première thérapie, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme, Sabrina.
Et donc finalement, il y a eu, après cette immense dépression, on peut dire, en termes énergétiques, en termes de dynamique, une remontée qui s'est construite sur 3 piliers, l'amour et la sexualité, entremêlés, et puis la thérapie. Et de là, ensuite, je suis devenu moi-même thérapeute psychocorporel, sexothérapeute, thérapeute de couple, et tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, quand on parle de thérapeute psychocorporel, j'avais reçu ton co-auteur, Marc Bramy, puisque vous avez écrit ensemble un livre sur la psychologie biodynamique, puisque tu es formé aussi à cette thérapie. Hein. C'est ainsi que tu transmets et que tu consultes également. Magnifique podcast que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans, je crois. Un livre que vous aviez publié chez Duno il y a assez longtemps. En 2018. On a dû publier ça en 2018. Ça, c'était une aventure magnifique. La psychologie biodynamique, c'est vraiment une forme de thérapie pour laquelle j'éprouve beaucoup de reconnaissance, parce elle met du sens. On parlait de sens tout à l'heure, c'est vraiment ce que fait la biodynamique, mais elle met du sens en partant du corps. Et en fait, il faut toujours revenir au corps pour comprendre ce qui se passe. On a tendance à passer d'abord par le mental. Mais en fait, c'est le corps qui prime et qui explique le mental et qui mène au spirituel. Et ça, la biodynamique le montre par l'exemple. Et avec Marc, on a écrit « Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique », qui est en fait le manuel de la biodynamique. Il faut le dire clairement, il y a absolument toute la théorie biodynamique est dans ce manuel. Et c'était bien de le faire parce qu'en fait, l'enseignement de la biodynamique jusque-là était surtout un enseignement oral, donc magnifique, avec une tradition qui remonte à Gerda Boyson et puis avant elle à Wilhelm Reich. Mais ça, je crois que vraiment ça manquait, quoi. Voilà. Alors pourquoi je parle aussi de ça ? Parce que ça a à voir forcément avec le sujet du corps, de la sexualité. Et tout ça, dans ton parcours, ça se tient forcément quand on parle de psychologie biodynamique, de thérapie psychocorporelle, de cette présence. On va retrouver ça, j'imagine, dans ta façon, en tout cas, de voir aussi la sexothérapie d'une manière plus générale. Oui, je suis d'accord avec ça, bien sûr. La sexualité, c'est éminemment physique, hein, bien sûr. Faire l'amour, c'est d'abord 2 corps qui s'emboîtent et qui sont ensemble. Et en même temps, tout change suivant la façon dont on aborde ce moment magnifique. Si on l'aborde de la façon qui nous est, je crois, le plus présentée aujourd'hui, c'est-à-dire comme quelque chose de détaché du reste de notre expérience, si on multiplie ce que j'appelle les coups d'un soir, parce qu'on va beaucoup sur les applications, etc., c'est très bien. Je veux dire, c'est récréatif et je reproche ça absolument à personne. Mais il faut bien comprendre que les mécanismes corporels qui s'activent à ce moment-là ne sont pas ceux qui permettent un épanouissement de toute la personne. Alors que ces mécanismes corporels sont spécifiquement là pour permettre l'épanouissement de toute la personne et se retrouvent, quand tout va bien, entre 2 personnes qui s'aiment et qui font l'amour en étant en amour. Voilà, donc c'est étonnant de voir comme le corps peut fonctionner de 2 manières presque opposées, tout en étant dans les mêmes mouvements, dans les mêmes gestes, dans la même façon de faire, quoi. Il y a aujourd'hui des études qui montrent de quelle manière, justement, faire l'amour nous impacte émotionnellement, physiquement, psychologiquement, à grande échelle, au-delà, bien évidemment, d'une fonction de plaisir immédiat et de fonction reproductive, voilà, qu'on va peut-être mettre juste à part momentanément. Oui. Oui, ce qu'on voit, c'est la même chose que ce que je dis là. Hein. En fait, j'aime bien le travail de Reich pour ça, parce que Reich s'appuie sur la cellule, et il montre une cellule pulse, elle s'expand et puis elle se contracte. Voilà, c'est tout ce qu'elle sait faire, la cellule, à peu près. Alors Reich, qui était psychiatre, hein, parce que tu en parles comme si tout le monde le connaissait. Wilhelm Reich, grand psychiatre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, est mort en 52 ou 54, je ne sais plus. Et qui a écrit des ouvrages magnifiques, dont l'analyse caractérielle et la fonction de l'orgasme. Et dans la fonction de l'orgasme, il explique que la cellule s'expanse et se contracte, et que lorsque la cellule est en expansion, elle est dans le plaisir, en fait. Ce qu'elle crée à l'intérieur du corps, c'est la sensation de plaisir. Et quand elle est dans la contraction, ce qu'elle crée à l'intérieur du corps, c'est la sensation d'angoisse, la sensation opposée. La sexualité, elle peut se placer soit du côté de l'expansion, et à ce moment-là, on a 2 adultes en pleine ouverture,
complètement relâchés et qui sont en capacité de faire l'amour pendant des heures sans se fatiguer, et en étant dans un monde ailleurs, dans une sorte de bulle incroyable, etc. Soit elle est dans la contraction, et à ce moment-là, on a 2 adultes qui font l'amour aussi, mais qui sont dans ce que moi j'appelle le coup d'un soir, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus mécanique, et où surtout chacun se protège. Or, si on fait l'amour en se protégeant, eh bien on ne fait pas l'amour, on fait du sexe, mais on peut pas être dans l'ouverture, dans l'épanouissement. Or, cet épanouissement, il peut très bien amener à des prises de conscience, y compris spirituelles. C'est-à-dire que c'est vraiment une voie sacrée, une voie extraordinaire pour se relier complètement à la fois à la terre et au ciel, quoi. Est-ce que quel serait en fait ce point de bascule entre les deux, entre la rétractation et puis l'ouverture? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un lâcher-prise, une présence? Quels en seraient les constituants finalement? J'ai un peu envie de dire que c'est un peu tout ça à la fois. Je pense que le point vraiment essentiel, c'est est-ce que je suis dans une confiance absolue? Cette confiance, c'est pas une confiance que j'ai dans la tête, c'est même pas une confiance que j'ai dans le cœur, c'est est-ce que mon corps est en confiance? Quand mon corps est en confiance, il est totalement relâché. Quand il est totalement relâché, en fait, quand il est totalement relâché, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans le royaume de la lenteur. Parce qu'en fait, quand on est relâché, on va pas vite. Donc tout à coup, on est dans une forme de conscience différente. Ça ouvre à la fois les cellules qui se mettent à pétiller, etc., les courants intérieurs. Donc on peut vivre des courants extraordinaires qui nous traversent. Ça ouvre le corps. Donc, quand on parle d'ouvrir le corps, par exemple pour les femmes, c'est particulièrement important, parce qu'une femme qui n'est pas complètement ouverte, eh bien, s'il y a une pénétration pendant la relation sexuelle, elle va vivre une pénétration qui sera pas agréable, qui sera au moins un peu contrainte, qui va pas être joyeuse, qui va pas être quelque chose de plein. Alors que si elle est dans une ouverture totale et que l'homme aussi est dans une ouverture totale, que tout ça se passe dans la lenteur, eh bien, on entre dans quelque chose de très très différent. Alors voilà, c'est tous ces éléments-là qui s'ajoutent en fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Toi, tu consultes, vous proposez aussi avec ta femme Sabrina des stages. D'ailleurs, on en parlera, il y en a un très bientôt en avril, des stages de couple autour justement de la sexualité. Pourquoi est-ce que les gens viennent te consulter? Je l'ai dit peut-être un peu en introduction, mais rappelle-nous, quelles sont les problématiques les plus globalement rencontrées justement aujourd'hui, on parle de nos contemporains en Occident, probablement. Alors, j'ai peur de te décevoir parce qu'en fait, la problématique la plus courante, elle est tellement courante que c'est même surprenant qu'elle soit encore d'actualité. Et pourtant, c'est le cas. C'est un couple qui vient me voir avec l'un des deux qui n'en peut plus de faire l'amour et qui a vraiment décidé de se mettre en grève et qui, en général, est la femme. Et son partenaire, qui donc en général est l'homme, qui ne comprend pas du tout ce qui se passe et qui dit « mais je l'aime, la preuve, je la désire ». Et en fait, à ce moment-là de la relation de couple, alors ça prend, dans une relation de couple, ça peut arriver au bout de 3 ans, ou ça peut arriver au bout de 25 ans, hein, ça dépend. Mais il y a un moment donné où la femme ne sait plus comment exprimer à son homme sans le blesser que certes elle l'aime, mais elle ne se sent pas, elle, aimée. Et dans sa manière à lui de demander de la sexualité, et les hommes sont comme des enfants quand ils demandent de la sexualité, c'est vraiment, ils veulent leur doudou, quoi. Il y a quelque chose de très infantile dans la manière dont ça m'est rapporté, en tous les cas. Dans la manière dont l'homme demande la sexualité à la femme se sent pas, elle se sent chosifiée, elle se sent utilisée. Et en même temps, elle a peur de le dire à son homme parce qu'elle sait que son homme l'aime et qu'il est sincère, il n'est pas méchant. C'est pas une question de lutte ou de. C'est pas ça. Ou de brutalité. C'est les hommes qui n'ont pas appris et les femmes qui n'ont pas appris non plus en fait. Et un dialogue qui se fait pas. Donc
Donc ça, c'est la raison principale, en fait. Oui, c'est vraiment la raison principale. Et d'autres raisons, peut-être, que tu peux mentionner, comme ça, on a un peu une idée. D'autres. D'abord, je voudrais dire aussi que le cas contraire existe aussi. Quand j'ai aussi rencontré des hommes qui n'avaient plus du tout envie de faire l'amour à leur femme, avec une problématique particulière qui est aussi la question du désir à l'extérieur du couple. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. J'ai reçu, il y a quelques années, une femme avec son mari qui me disait, mais moi, elle était en pleine efflorescence. Enfin, elle disait, mais moi, j'ai envie d'aller vers les hommes, j'ai envie de faire l'amour avec d'autres hommes. Voilà. Et son mari était là, c'était très douloureux pour lui d'entendre ça. Et en même temps, on voit bien dans cette situation-là que c'était comme une énergie, une dynamique qui habitait cette femme à ce moment-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que le désir se porte à l'extérieur du couple? C'est probablement qu'à l'intérieur du couple, il n'est pas répondu de la manière qui serait la bonne. C'est ce que je crois, en tout cas. C'est intéressant parce que tu as parlé du doudou et du côté infantile des hommes, et puis parfois de la femme aussi. Est-ce qu'il faut apprendre à faire l'amour? J'ai reçu un philosophe dont c'est le titre du livre, Alexandre Lacroix, dans ce podcast, qui parle d'apprendre à faire l'amour, alors qu'on a l'impression que finalement, non, c'est instinctif, on est humain, tout le monde sait faire, comme on apprend à marcher, on y arrive tous. Et pas tant que ça, en réalité. Oui, moi je pense que personne n'y arrive, en fait. T'es bien. Est-ce que tu as un biais en tant que sexothérapeute, c'est que tu te vois les gens plus qui n'y arrivent pas que ceux qui y arrivent? Oui, ça c'est forcé. C'est forcé. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans la sexualité et beaucoup de personnes qui sont victimes de violences sexuelles. C'est mon quotidien, vraiment. De thérapeute, soit individuel, soit de couple. Et donc, bien sûr, je jette un regard un petit peu désabusé sur tout ça, c'est vrai. Mais cela dit, j'ai quand même le sentiment que ce regard désabusé, il est renforcé par quelque chose, c'est que les couples ou les personnes qui sont complètement épanouies en amour, en fait, elles n'en parlent pas. On ne sait pas où elles sont. Elles ne s'expriment pas, elles ne communiquent pas. Elles préservent ça comme un trésor. Et du coup, ce dont on entend parler, c'est de la sexualité qui va mal. Et oui, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faudrait apprendre à faire l'amour. Et c'est vraiment compliqué parce que les recettes sont simples. Ce qui compte, c'est l'exercice, la pratique. Mais comment on va faire? On ne peut pas mettre 5 couples dans une salle et leur dire « Bon, allez-y, montrez-moi comment vous faites et je vais vous dire ce qu'il faut faire à la place. » Ça, c'est pas possible, on est d'accord. Donc, du coup, comment passer le message? Tu vois, c'est là qu'il y a quelque chose, je trouve, d'un peu de challengeant, quoi. Alors, dans ton livre, tu parles de 7 secrets ou vérités au sujet de la sexualité. C'est vrai que le coup du secret, c'est toujours un peu mystérieux, donc c'est très intriguant dans un livre. Le premier, c'est le dialoguer en couple au sujet de votre sexualité. Et ça paraît pas toujours évident, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, et tu en parles dans le livre. Alors d'abord, on va déconstruire peut-être un peu les mythes. Beaucoup de gens ont tendance à imaginer que les autres sont plus heureux sous la couette, dans leur sexualité, dans leur intimité, que soi-même, hein. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et ça, les médias participent de ça, évidemment. Oui. Les médias amplifient un peu ça, oui. Oui, parce que, en fait, j'en veux un peu, pas forcément aux médias en tant que tels, mais au discours dominant. Ouais. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le discours dominant consiste à dire que c'est super la sexualité et que c'est forcément bien au lit, on a plein de recettes sur Internet, plein de trucs, tout ça. Mais la sexualité qui est représentée, c'est justement pas la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de sexe, on parle pas d'amour. On évacue complètement la question de l'amour. Or, elle est centrale, en fait. La sexualité, c'est le résultat de l'amour. C'est pas quelque chose de distinct, de séparé. Voilà. Donc, et le dialogue en couple, pourquoi il est important? Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est simplement, comme justement, ni l'homme ni la femme n'ont, comme tu le disais tout à l'heure, appris à faire l'amour pour de vrai, eh bien, ils se découvrent, même s'ils en sont à leur 3e couple, ils continuent de se découvrir. Et c'est très, très important qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont aimé. Déjà, qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont aimé. Qu'est-ce qui marche bien?
qu'est-ce qui est chouette dans notre relation? Quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait. On ne sait jamais exactement ce que l'autre éprouve. Même quand on l'observe avec attention, on imagine, on croit percevoir, mais souvent on se trompe. Donc ça, c'est important. Et tu dis aussi, dans cette idée de non-dialogue, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et qui sont dans une forme de divorce intérieur. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme notion. On en parle peu. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, en tout cas cette terminologie. C'est-à-dire qu'en apparence, on dirait que tout va bien. Ce sont des gens qui peuvent peut-être, au quotidien, bien cohabiter. Mais il s'agit peut-être de ça, d'une forme de cohabitation. Et en réalité, ils s'arrangent pour plus vraiment être en lien dans leur vie de tous les jours. Oui, le divorce intérieur, c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois en formation de thérapeute Imago. Mais elle est peu utilisée même au sein d'Imago. Et pourtant, elle est extrêmement claire. Oui, je ne l'avais pas entendue au sein d'Imago, effectivement. Ouais. Alors, pour information, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai reçu plusieurs fois dans cette émission quelqu'un que tu connais bien, qui est Claude Parisot, qui a écrit un livre, Réenchanter son couple, et qui est aussi thérapeute Imago. Hein. Oui, Claude est un super thérapeute Imago. Et dans la théorie Imago, on parle de divorce intérieur. Moi, quand j'ai entendu cette expression pour la première fois, ça m'a vraiment éclairé. En fait, je crois qu'il faut remonter un petit peu à la source. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est depuis, maxi 100 ans. On essaye de réunir la sexualité, l'amour et le couple, mariage ou le couple durable, on va dire, avec les mêmes personnes. Mais c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Pendant des générations et des générations, il y avait le mariage d'un côté qui était en règle générale arrangé, décidé par des instances supérieures, souvent les parents ou l'église ou je ne sais pas qui. Et puis la sexualité, elle avait une place au sein du mariage, c'était une place reproductive essentiellement. Et quand elle devait s'exprimer par amour, elle s'exprimait en dehors du mariage parce que personne n'aurait eu l'idée saugrenue de mettre de l'amour dans le mariage. C'était complètement bizarre cette idée-là. Et puis on est complètement sorti de ça. Et finalement, la génération de mes parents à moi aujourd'hui, donc sont des gens qui ont 85 ans aujourd'hui, des gens qui sont nés juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ces gens-là, c'est pratiquement les premiers, presque les premiers, pas tout à fait, mais presque, à avoir choisi la personne avec qui ils ont décidé de se mettre en couple et avoir considéré que la sexualité, l'amour et le couple devaient s'exprimer au même endroit. Ça, c'est quand même extrêmement fort, quoi. Parce que ça joue aussi sur la question du dialogue. Alors, le divorce intérieur, c'est quoi? Le divorce intérieur, c'est quand ça marche pas. Quand ça marche pas, on finit par continuer de cohabiter, un peu comme au 19e siècle, ou au 18e, ou au 17e, on continue de cohabiter, et puis on fait tous les gestes du conjugal, y compris parfois faire l'amour, mais c'est plus habité. On n'est plus là, en fait. En fait, on rêve à autre chose, alors, il y en a plein de manières de faire, on fuit beaucoup. Ça, tu le vois chez des couples qui sont mariés depuis très longtemps ou qui sont en couple depuis longtemps ou pas forcément? Ou c'est plutôt quelque chose qui s'installe justement par une forme de lassitude? Alors, on vit aussi plus longtemps, hein, ça on n'a pas dit dans l'équation, mais ça participe aussi de gens qui souhaitent refaire leur vie à un moment donné, parce que ce couple long, certaines personnes peuvent en avoir un peu marre, hein, au bout de 20 ans, 30 ans, que sais-je. Est-ce que tu le vois plus dans ces cas-là? Alors, oui, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Du coup, l'espérance de vie du couple est beaucoup plus longue qu'autrefois, c'est vrai. Le divorce intérieur, en fait, je crois que ça s'installe très, très vite. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a la rencontre merveilleuse, extraordinaire, tout ça, les papillons dans le ventre et tout. Puis, à un moment donné, on décide de se mettre en couple. Et là, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'on va habiter le même endroit, on va avoir des enfants, on va se marier, etc. Et là, tout à coup, il y a une lutte de pouvoir qui se déclenche. Donc tout ça, Claude, il en parle très bien. Et cette lutte de pouvoir, elle fait que être en couple n'est plus agréable. Donc la relation n'est plus agréable, elle est risquée, la relation, puisqu'en fait, elle est source de plein de chamailleries, dans le meilleur des cas. Et du coup, on va fuir. Donc on va trouver un club de je sais pas quoi, ou un club de bricolage, où on va voir ses copines tous les mercredis soirs, où on va faire plein de trucs comme ça, et on réduit comme ça le temps de couple disponible. Et puis, une fois que c'est bien installé, eh ben, le conjoint devient une sorte de colocataire, c'est-à-dire c'est pas désagréable de le voir, mais on n'a plus tellement le cœur qui palpite. On règle ensemble des problèmes du genre acheter une maison, faire construire une maison. La construction de maison, c'est une source
d'engueulades dans le couple incroyables. Voilà. Je n'en doute pas. Donc voilà, et puis finalement, on vit ailleurs. On vit au bureau, on vit avec les copains, on se sent vivre ailleurs. Est-ce que ça peut être le couple, ça aussi, ou pas forcément? Est-ce que ce n'est plus un couple? Quelle serait la définition du couple? Ça pose question. Ouais. Alors tu vois, moi dans mon histoire de vie, quand j'étais jeune homme, je viens d'une famille où le divorce était à peine envisageable, quoi. C'était pas pensable, quoi. Donc c'était un point auquel j'avais réfléchi, je sais pas très bien pourquoi, mais enfin. Et finalement, je m'étais dit, si jamais un jour ça marche plus, je ferai ça, je ferai le divorce intérieur. On continuera de cohabiter, quoi. Tu penses que c'était le cas de tes parents ou pas forcément? C'est une bonne question. Non, pardon, je rentre dans un champ un peu intime. Y a pas de mais souci, comme tu dis qu'en fait on divorçait pas chez toi, on peut se poser la question, effectivement. Mes parents étaient à la fois avaient été élevés dans des croyances qui aujourd'hui nous semblent tout à fait dépassées, et en même temps se considéraient eux comme tout à fait non conventionnels et en lutte contre ces croyances. Ce qui fait qu'ils étaient toujours à faire le grand écart entre les deux et qu'ils ne savaient pas forcément bien se positionner. Et par exemple, ils trouvaient tout à fait moderne de considérer que leurs frères et sœurs, c'est-à-dire mes oncles et tantes, qui interdisaient à leurs enfants de voir des enfants dont les parents avaient divorcé, exagéraient quand même un peu. Oui. Donc, ça, c'était la position de mes parents, c'est de dire, quand même, ils exagèrent. Mais il n'y avait pas vraiment une remise en question de ça, quoi. Mmh. Et la question et le divorce, pour eux, était impensable, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont vécu un divorce intérieur? Écoute, sur 30 ou 40 ans, je crois 40 ans de vie commune, probablement qu'à un moment donné, ça a dû se produire, oui, sûrement. Sûrement, c'est quand même la solution la plus pratique. Hein, Parce que tu étais en train de dire que toi, tu disais, je ferais ça, du coup. Voilà. Moi, j'étais parti là-dedans. Et puis la vie s'est chargée de m'enseigner plein de trucs. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai divorcé une première fois. J'en ai été très malheureux, mais c'était parce que j'étais très malheureux que j'ai divorcé. J'ai rendu mon ex-épouse très malheureuse aussi. C'était très difficile. Et puis j'ai vécu seul. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et puis ça a été difficile avec cette autre personne. Et puis finalement j'ai rencontré Sabrina. Et ce que je peux dire dans tout ça, c'est que le corps décide en grande partie pour nous quand même. C'est-à-dire que le divorce intérieur, c'est très bien, à condition de vivre comme un moine et de rencontrer personne et d'être vraiment très intéressé, par exemple, par son travail. Enfin, voilà. Mais quand on est vivant, à un moment donné, le corps demande sa revanche, quoi. Voilà. À un moment donné, le corps se réveille, il devient vivant et il te dit: laisse tomber les vieux trucs. Il t'envoie dans la vie pour de bon, quoi. Et tu avais des enfants, hein? Oui, j'ai des enfants. Oui. Enfin, tu as des enfants, pardon. Mais au cours de ces divorces, ce que je veux dire, c'est que c'était pas simplement de personne à personne. C'est toute une famille, forcément. Non, c'est toute une famille qui a vécu quelque chose de très difficile. Ouais. C'est avec Sabrina, justement, ton dernier couple, que tu as découvert un peu tout ça. Et comment, sans parler de votre cas particulier à vous, comment instaurer ce dialogue plus particulièrement dans le couple? Comment, justement, parler de sexualité, parler plus librement pour des personnes qui nous entendent, qui seraient dans ce cas de divorce intérieur et qui veulent repartir vers une rencontre? Parce que finalement, le corps parle, mais peut-être qu'elle parle vis-à-vis du conjoint actuel, qu'ils aimeraient bien re-rencontrer dans leur couple. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, merci de dire ça, parce que ça me semble vraiment essentiel. Je voudrais faire passer ce message-là. Ça ne va pas dans votre couple? D'accord, vous n'êtes pas les seuls. Mais est-ce que c'est cet homme et est-ce que c'est cette femme qu'en fait vous aimez profondément? Posez-vous cette question-là, parce que si c'est le cas, vous pouvez faire redémarrer ça ensemble et vous pouvez ensemble accéder à un autre niveau de relation. Et effectivement, ça débute par le dialogue. Et j'ai envie de donner quelque chose de très simple, et ceux qui me connaissent me reconnaîtront bien là. Moi, je vous invite à faire un truc vraiment très simple. Vous allez voir votre conjoint, vous lui demandez un quart d'heure de son attention, et puis vous vous asseyez tous les deux, vous vous prenez par les mains, et vous vous regardez dans les yeux, et vous dites rien. Et vous laissez passer au moins 5 minutes, voire plutôt 10 minutes si c'est possible. Donc c'est très difficile. Hein. C'est-à-dire,
on se regarde vraiment dans les yeux, on ne se parle pas, on rigole pas, on ricane pas, on détourne pas le visage. On est juste là et on se laisse vivre toutes les sensations qui nous habitent. Et la première chose, ça va être une espèce de panique intérieure. Non, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas de ça, etc. Petit à petit, ça va se poser, se calmer. Et là, il va y avoir quelque chose qui va circuler entre vous, normalement. Et ce quelque chose, c'est votre amour. Et là, vous pouvez commencer à dialoguer parce que vous n'êtes pas en danger. Il faut juste mettre de côté le cerveau reptilien, lui faire comprendre que quand je suis avec mon conjoint, je ne suis pas en danger. C'est pas vrai. Même si on est fâché parce que je n'ai pas sorti les poubelles hier soir. Tiens, d'ailleurs, je ne les ai pas sorties. Dis donc. Voilà. Mais même s'il y a quelque chose comme ça, c'est pas grave. En fait, je suis en sécurité. Et ça, cet apprentissage-là, c'est un apprentissage corporel. Donc ça passe par le silence, le regard, l'ouverture du cœur, qui se fait petit à petit, tout en douceur, parce qu'il a peur, le cœur. Il a peur. Donc il faut qu'il s'ouvre lentement. Et quand c'est ouvert, on le sent. On sent la circulation. Et là, on peut se parler et se dire des choses très simples, en disant ce qu'on aime. Par exemple, on pourrait très bien faire une chose très simple, de dire, tu sais, il y a une chose que j'aime vraiment chez toi, c'est quelque chose qui vous touche pour de vrai. C'est juste entrer dans la parole vraie, dans la parole juste. Et après, vous pourrez parler de sexualité et de n'importe quoi d'autre. Avant de prendre l'autre par les mains, il faut peut-être le prévenir un peu en disant voilà, je me pose des questions quand même sur notre sexualité, j'ai entendu parler du divorce intérieur. Il faut apporter un peu le sujet comme ça sur la table. Oui, parce que certaines personnes, on voit qu'il peut y avoir dans les couples, je le dis parce qu'on a des retours aussi en ce sens, qu'il peut y avoir une dichotomie, en tout cas une différence entre la perception de l'homme et de la femme, qui a peut-être, ou un des conjoints qui a beaucoup cheminé sur le thème et qui d'un seul coup l'apporte, il y a une maturité dans sa tête, et puis l'autre est complètement à l'ouest par rapport à ça, on va dire. Oui, tu as tout à fait raison de préciser ça, c'est très important. Je dirais que l'essentiel, c'est vraiment d'ouvrir le canal de communication. Et donc, c'est vrai que quand je parle de se regarder dans les yeux, de se prendre par les mains, etc., c'est pas un préalable à parler de la sexualité la minute d'après. C'est un préalable à établir un canal de communication vrai au niveau du cœur entre nous deux. Et ça, il faut l'instaurer, le mettre en place. Et seulement une fois que ça, c'est prêt, on peut effectivement parler, par exemple, de sexualité. Oui. Là, il pourrait y avoir une différence d'approche féminin-masculin, alors que ce soit le féminin intérieur chez un homme, etc. Après, on peut rentrer dans tous ces alchimies, ces polarités, mais globalement, est-ce qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes, disons-le comme ça? Oui, il faut bien le dire, et ça, ça me semble très important de rappeler que on va dire le féminin, parce que c'est vrai que ça peut être un homme qui porte le féminin, c'est tout à fait juste. Le féminin a besoin d'ouverture, et pour être en ouverture, il a besoin de sécurité. Et tant qu'il n'est pas dans cet état de sécurité et d'ouverture, c'est-à-dire un état d'amour, il ne peut pas s'ouvrir à la sexualité. Alors il le fait, mais mécaniquement, et c'est pas heureux. Voilà. Et le masculin, pour s'ouvrir à cet état, a besoin de passer par la sexualité. Donc il y a une complémentarité, une histoire vraiment de polarité homme-femme. On dit dans toutes les traditions millénaires, comme le tantra par exemple, que la femme envoie de l'amour par le cœur et que l'homme envoie de l'amour par le sexe. Et que la femme reçoit l'amour par le sexe et que l'homme reçoit l'amour par le cœur. Ça a l'air très schématique comme ça, mais en fait, c'est parfaitement vrai. C'est vraiment ce qui se passe. Et les femmes dont je parlais tout à l'heure, qui disent qu'elles en ont marre de la manière dont l'homme vient les chercher, ce sont des femmes qui disent qu'en fait, elles désirent être appréciées pour qui elles sont. Elles désirent se sentir être aimées, elles désirent recevoir de l'amour pour pouvoir s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure entre hommes et femmes. Ouais. On pourrait aussi se dire que dialoguer de sexualité peut enlever une certaine part de mystère, et avec ce que le mystère comporte de joyeux et bon, et en même temps son corollaire d'ombre, on va dire ça comme ça. Et que certaines personnes peuvent se dire, moi j'ai plus envie que mon partenaire devine ce dont j'ai envie,
Et finalement, ça peut être un leurre aussi, de se dire, à force de vouloir que l'autre devine ce dont on a envie, il devine jamais rien et il se passe rien de formidable non plus. Donc le mystère reste un parfait mystère, mais opaque. Voilà. Oui, c'est ça, ça marche pas en fait. Voilà, ok, soyons clairs. Ça marche pas. Oui, il faut être clair. Mais quand Noël approche, si vous dites pas à votre conjoint que vous avez envie d'un joli stylo ou de je sais pas quoi d'autre, un livre, vous l'avez pas en fait. Votre conjoint, il va se tromper. Il va pas offrir le bon cadeau. Il va offrir autre chose. et c'est comme ça dans la vie. Donc dans cette histoire de dialogue, il y a une histoire de responsabilisation. Et donc, il y a une histoire d'acceptation de soi. Parce que ce que notre corps aime dans la sexualité, peut-être que c'est source de honte ou source de gêne. Mais la seule personne avec qui ça ne devrait pas être une source de honte ou de gêne, c'est notre conjoint. Donc, à lui ou à elle, on peut le dire. Mais effectivement, ça suppose d'avoir un petit peu pris ça en considération avant. Alors justement, tu parles aussi, et je dis vous parlez parce que je pense à Sabrina, au stage que vous organisez aussi ensemble. Je vous vois comme duel, comme un couple, comme double. Tu parles de projet aussi de couple. Alors attends, comment vous l'appelez? Du projet sexuel. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut être à ce moment-là de le mettre d'une manière plus claire. Alors ça peut être par écrit ou de le verbaliser. Tu vas nous expliquer comment. Est-ce que là, justement, on parle de ses fantasmes, on parle de ses douleurs, de ses croyances aussi. Comment ça se manifeste, ce projet sexuel ? Ça, merci de parler du stage parce que c'est assez en lien avec le stage, en fait. Alors, il y a un stage bientôt, on le dit parce que ça va être peut-être un peu court par rapport à l'émission, mais quand même, c'est intéressant pour celles et ceux qui ont l'élan et qui nous entendent d'aller à ce stage. Il sera du mercredi 10 avril jusqu'au dimanche 14 avril. Alors, vous allez en organiser plusieurs. Donc, si vous avez raté celui-là, ça peut être une prochaine fois. Vous accueillez combien de couples, par exemple ? On va accueillir une dizaine de couples, parce que plus ça sera trop. D'accord, donc ce sera autour de cette thématique de s'épanouir en couple. S'épanouir en couple, oui, voilà. Et dans s'épanouir en couple, effectivement, l'aboutissement, c'est le projet sexuel. Et le projet sexuel, ça suppose d'avoir d'abord été interrogé quels sont les désirs, de chacun, quels sont les fantasmes de chacun. Quelles sont quand même la grande question des couples contemporains aujourd'hui, c'est quel est le degré de liberté sexuelle que tu m'accordes ou que je désire. Et c'est difficile d'aller parler de tout ça. Et en même temps qu'on fait ça, de mettre énormément de reconnexion et de découvrir ou de redécouvrir une sexualité lente, une sexualité du cœur, quelque chose d'enraciné, de très différent de ce qu'on nous montre à la télé, dans les journaux ou au cinéma. Et du coup, le projet sexuel, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre sexualité ? Maintenant que je sais quels sont mes désirs et quels sont les tiens, maintenant que tu m'as fait ce cadeau extraordinaire de m'accueillir dans l'expression de mes fantasmes, pas la réalisation, l'expression. Maintenant que on s'est dit ce qu'on avait à se dire sur la liberté sexuelle ou le non-exclusivité, etc. Et qu'on a découvert que c'était pas ce qu'on croyait, en fait. Maintenant qu'on a fait tout ça, et qu'on a découvert aussi une sexualité lente et douce, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et là, tout est permis. Enfin, le tout, c'est d'être d'accord. Mais ça demande un travail d'élaboration. Donc oui, l'écrit, c'est pas mal. Et de savoir... Quel va être notre guide ? Parce que notre sexualité, elle nous emmène, mais c'est aussi un outil. Donc, on peut lui faire ce qu'on veut. C'est beaucoup mieux peut-être pas d'en être complètement maître, parce que la sexualité, c'est le lâcher prise. Donc, on ne peut pas la contrôler complètement. Mais d'être malgré tout, au moins, d'accompagner cette sexualité vers quelque chose. Et on peut le faire ensemble. Et ça, c'est magnifique. Ça arrive comme une sorte d'aboutissement. Ça peut être extrêmement blessant pour des personnes qui n'auraient pas cheminé sur leurs croyances, leurs conditionnements, leurs héritages familiaux, d'entendre peut-être le fantasme de son conjoint, une demande de liberté sexuelle qui n'est pas du tout attendue à un moment où on a l'impression que non, pas du tout, le conjoint n'est pas... Alors d'abord, c'est quoi la liberté sexuelle ? On peut revenir dessus, Est-ce que c'est la masturbation ? Est-ce que c'est la pornographie ? Aller voir ailleurs, l'échangisme ? Enfin, on peut citer toute une litanie, non pas des seins, mais de types de liberté sexuelle. Qu'est-ce que c'est ?
Mais alors, il y a deux questions en une. Hein. Oui, pour la liberté sexuelle, moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça dépend. Ça dépend dans ce que les gens imaginent, en tout cas. De ce que tu vois le plus, moi, peut-être. je ne veux pas dévoiler l'exercice qu'on fait en stage, mais cet exercice, il consiste à s'interroger sur comment moi, je vis les choses si je vois mon conjoint faire ceci ou cela. Je suis un homme, je me promène avec Sabrina dans la rue, et je vois Sabrina qui reluque un beau gosse. Comment je le vis ? C'est déjà une question de non-exclusivité sexuelle. Et en même temps, il n'y a aucun engagement derrière. Il ne va rien se passer. On est main dans la main, etc. On est très heureux, enfin tout va bien. Mais elle reluque un beau gosse. Qu'est-ce qui se passe si elle me voit avoir le regard qui descend sur les fesses d'une jolie femme, hein ? Là, déjà, il y a quelque chose qui se joue, et c'est bon d'en parler. Parce que si Sabrina ne supporte pas mon regard sur une autre femme, ou si moi je ne supporte pas son regard sur un autre homme, eh bien le fait d'en avoir parlé, comme on s'aime, va faire que peut-être que ces regards continueront d'exister, mais pas en présence l'un de l'autre. Hein ? Et donc je suis dans le respect de mon couple. C'est de ça qu'il s'agit. Alors oui, bien sûr, l'échangisme, le couple ouvert, etc., tout existe. Enfin, mais déjà, ça se joue déjà bien avant, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. Alors tu dis, est-ce que c'est pas violent d'accueillir le fantasme de son conjoint si j'ai pas travaillé sur mes croyances et tout ça ? C'est pour ça qu'on le fait en stage de manière sécurisée, avec des dialogues bien précis, avec un travail préparatoire, etc., etc. On lâche pas les gens comme ça. C'est pour ça que ces exercices-là ne sont pas dans mon livre S'expanouir. Oui, par contre, le projet sexuel est quand même dans le livre. Oui. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut arriver à le mettre comme ça ? Ça demande une grande transparence et une grande capacité de dialogue. Alors, tu proposes un dialogue imago dans le livre aussi. Hein. Oui. Ben oui, parce que c'est quand même magnifique, le dialogue imago, pour apprendre à s'écouter. Parce que là, on parle de se parler, mais en fait, le vrai thème, c'est s'écouter. C'est d'abord ça. Alors, le vrai thème, c'est s'écouter. Et puis, un autre thème, c'est aller à la découverte de ses croyances et de ses peurs. Parce qu'il y a ça aussi sous-jacent derrière la sexualité. J'aimerais bien que tu nous en parles. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a tellement de choses. Il y a du transgénérationnel. Il y a tout l'inconscient. Il y a toutes les lignées, chez les femmes, par exemple. Il y a toutes les lignées de femmes violées ou qui ont subi la sexualité de leur mari, ou qui ont subi la sexualité de l'homme à l'extérieur, ou qui ont été bafoués de nombreuses fois, etc. Pour les hommes, il y a tout ce passé aussi dans lequel ils ne se reconnaissent plus, en général aujourd'hui, d'hommes plutôt brutaux, qui étaient dans le mépris du féminin, qui était considéré comme une faiblesse, etc., etc. Il y a la peur de l'homosexualité, il y a énormément de choses, et tout ça nous agit. Donc on ne peut pas aller tout voir. On ne peut pas aller tout voir parce qu'on n'en finirait pas. La question, c'est plutôt de reconnaître en soi qu'il y a des parts de nous qui réagissent et on ne sait pas pourquoi, et on ne les comprend pas. Mais on doit en tenir compte. Si je veux être plus clair, je voudrais juste parler. Depuis quelques années, par exemple, il y a la vogue du polyamour. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Le polyamour, qu'est-ce que c'est ? C'est le désir au sein d'une relation principale, qui en général est un couple, d'autoriser son conjoint à avoir des aventures à l'extérieur, qui soient des aventures où la sexualité soit engagée ou pas, mais qui soient des aventures où le cœur est engagé. C'est pour ça que ça s'appelle polyamour et pas polysexualité, par exemple. Et c'est réciproque. Et normalement, les règles du polyamour font qu'on informe l'autre de ce qui se passe pour nous à l'extérieur, de la même façon qu'on est informé par l'autre. Quelque part, si on regarde ça sur un plan, on va dire, théorique, c'est magnifique. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut être amené à aimer plusieurs personnes dans sa vie, et que c'est pas pour ça qu'on a forcément envie de quitter l'un ou l'autre. Et c'est quelque chose de très beau, quoi. Oui, quelqu'un peut flasher pour quelqu'un d'autre, tomber amoureux. Oui, voilà. Ouais. Et puis ça fait partie de l'histoire, et on l'emmène avec soi, et on conserve la personne avec qui on est principalement, etc. Donc, franchement, en termes d'idéal, je trouve que c'est un idéal magnifique. Bon.
Le truc, c'est que j'ai jamais rencontré un polyamoureux heureux, moi. Alors, c'est ce que dit Claude, il l'a dit dans cette émission. Il a dit la même chose. Et pourquoi ? Parce que il se passe des trucs à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre corps, encore une fois, il réagit. On peut toujours, en théorie, se dire « Ah, c'est super, c'est la compersion, c'est super de savoir que mon conjoint a du plaisir avec quelqu'un d'autre. » Ça, c'est la théorie. Et puis, quand on le voit s'apprêter, se préparer, partir de la maison pour aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre, on est malade comme un chien, quoi. Oups, quoi. On ne supporte pas. Donc, il faut bien tenir compte de ça. Et ça nous dit quelque chose. C'est pas des histoires de jalousie ou tout ça. C'est le corps qui réagit. Et le corps, il réagit parce qu'il dit la place de la sexualité et de l'amour est au même endroit. Voilà. Je ne suis pas anti-polyamoureux. Encore une fois, je trouve que c'est un idéal magnifique. Mais je constate que c'est difficile à mettre en place quand même. Alors, il y aura peut-être des témoignages de gens qui ont réussi, mais voilà, bien sûr, on ne les connaît pas. Voilà. Évidemment. Alors, on est dans les secrets, on en a déjà passé quelques-uns en revue, même si on ne les a pas nommés tels quels. Tu dis, faites l'amour avec amour. Tu reparles de cette connexion, de cette sécurité, de ce soutien et de cette présence, finalement, au sein du couple. Comment est-ce qu'on peut être initié à cette qualité de présence ? Et tu as beaucoup parlé de la lenteur, et je me suis demandé si des personnes qui nous écoutent peuvent se dire, moi, il y a des moments où je suis dans une forme de sexualité très épanouissante, dans la rapidité, parfois dans la lenteur, et il n'y a pas forcément de règles non plus là-dessus. Non, il y a pas... La lenteur, c'est un bon moyen pour aller découvrir la profondeur. Et une fois qu'on a touché la profondeur et qu'on sait la reconnecter facilement, on peut y aller avec rapidité. C'est-à-dire, en fait, si je résume de façon vraiment très, très brève, c'est commencer par faire l'amour 5 heures. Et une fois que vous saurez faire l'amour 5 heures, n'hésitez pas à faire des quickies de temps en temps de 3 minutes. C'est très agréable aussi. Mais ne croyez pas que vous allez relancer votre relation par des quickies de 3 minutes. Parce que ce qui va se passer là, c'est au contraire qu'il y en a un des deux qui va se sentir utilisé et ça va mal se passer. Voilà. Donc, ce qui compte d'abord, c'est la connexion. Et la connexion, c'est la profondeur. Et la profondeur, on y accède par la lenteur. Et puis après, on fait ce qu'on veut avec tout ça, bien sûr. Bien sûr. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. L'autre a l'impression d'être pris pour un objet. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'objet. Aussi, par rapport à la société qui parle beaucoup de plaisir, de mon plaisir avant tout, mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir. Ok, mon plaisir, mais il y a l'autre. On est deux quand même dans une relation. Ouais, je suis content que tu me poses cette question, ça me fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment. Parce que ça, je voudrais bien... Cette histoire de moi, c'est épanouissant pour personne. C'est-à-dire, dans moi, il n'y a pas de relation. L'autre n'existe pas. Et comme il n'y a pas de relation, je ne suis pas heureux. Donc, je continue de me dire qu'il faut que je m'occupe de moi, mais ça ne marche pas. Parce que pour être heureux, j'ai besoin d'être en relation. Donc, la relation est absolument centrale. Elle est totalement essentielle. On est en relation du jour de sa naissance au jour de sa mort, qui sont deux étapes dont tout le monde dit qu'elles sont solitaires, mais ce n'est pas vrai. C'est très, très rare. Même la mort, c'est très rare que la mort soit solitaire. On est toujours entouré. On est toujours en relation. C'est dans la relation qu'on peut s'épanouir. Alors, qu'est-ce que c'est finalement l'amour ? Bon, je parle d'amour, mais finalement, je n'ai pas dit ce que c'était. Mais l'amour, la première chose, c'est je m'occupe de l'autre. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas je suis aimé. Ce qui est ce qu'on lit dans les journaux, c'est soyez aimés et aimez-vous vous-même, etc., etc. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est j'aime. Quand on commence par aimer l'autre, à ce moment-là, il se produit une boucle de rétroaction et on est aimé. Et là, on a quelque chose qui circule et qui est bon. Et quand on est dans cet état-là, la sexualité, elle arrive toute seule. Et elle est naturelle et il n'y a pas d'objet. Alors que si je suis là à me dire j'ai mes besoins, j'ai mes désirs, et je veux m'aimer, et j'ai besoin, par exemple, de sexualité, hop, on prend la première personne qui passe, qui est son conjoint, évidemment, puisqu'il est là, et puis on fait ce que j'appelle 1, 2, 3 pchit. Ça donne rien. Ça ne donne rien, ça ne nourrit personne. Ça crée un soulagement, d'accord. Mais au prix de quoi ? Au prix de moins de relations. Et à un moment donné, ça, on le paye. Parce que c'est pas possible. Personne ne peut accepter d'être utilisé
pour le bien de l'autre. Ça pourrait être autrement que sexuellement, d'ailleurs. Hein. C'est pas, on parle de sexualité là, mais on peut être utilisé autrement. Mais on n'est pas là pour ça. Hein. Oui, c'est vraiment intéressant et ça fait écho avec ce que tu disais sur la lenteur. Tu dis aussi dans le livre que quand on prend ce temps de faire l'amour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu disais à l'instant, peut-être même plus, peu importe, mais de le mettre aussi en miroir des activités auxquelles on consacre beaucoup de temps dans sa vie. C'est-à-dire qu'on est capable de binge-watcher des séries, par exemple. Hein. Enfin, moi, je ne le fais pas, mais certaines personnes le font pendant des heures et des heures, peu importe quelle que soit la passion, ou en tout cas ce qu'on fait. Et puis, pour l'amour, il faudrait que ce soit rapide et on n'y consacre pas du temps. Donc, ça remet aussi les choses en place, les priorités. Ouais. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que je disais ce matin, avant de venir ici, j'étais dans le bistrot à côté, il y avait le Parisien qui traînait, et donc j'ai ouvert le Parisien, et, hasard des hasards, je suis tombé sur une enquête qui montre que les gens font de moins en moins l'amour. Ouais, tu dis d'ailleurs dans ton livre, qu'en 2030... Oui, parce qu'en fait, en théorie, 2030, plus personne ne fait l'amour. C'est ça. Et donc, il y a des enquêtes régulières là-dessus. Et il y a, je ne sais plus, dans une enquête que j'avais lue dans Le Point il y a quelques mois, on parlait de 43% des moins de 35 ans qui ne font plus l'amour. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'amour qu'ils font. Parce qu'ils font de la sexualité. Que la sexualité pour la sexualité, on s'emmerde assez vite, en fait. La vérité, c'est ça. Et les écrans sont l'occupation principale, parce que les écrans nous permettent une évasion. Une évasion, ça veut dire quoi ? Une évasion, ça veut dire je ne suis pas présent. Quand je ne suis pas présent, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dissocié. Donc, en fait, la société met à notre disposition plein d'outils de dissociation qui nous permettent de ne pas être présents. Dans ces outils de dissociation, il y a les écrans et il y a la sexualité que je dénonce, celle que j'aime pas, celle dont je dis qu'elle est peut-être récréative mais qu'elle n'est pas épanouissante. Hein. Et donc voire même blessante, d'ailleurs. Pas forcément blessante, non. Elle peut être, non je dis, voire même elle pourrait être blessante. Elle peut être blessante, oui, absolument. Je le dis quand même parce que parfois elle n'est pas seulement que récréative, parfois elle peut même vraiment blesser et nous entraîner au fond du gouffre. Oui, tout à fait. On peut très bien se retrouver violeur sans le savoir. Hein. C'est-à-dire que dans les victimes, bien sûr qu'il y a les femmes qui ne sont pas traitées comme elles devraient l'être dans le cadre d'un acte amoureux, mais en fait, il y a aussi les hommes qui les traitent de cette façon-là, qui sont eux-mêmes conditionnés par des trucs dont ils ne sont pas conscients, et qui croient que c'est ça, faire l'amour. Parfois en toute sincérité, hein. Et eux aussi, quelque part, sont victimes de quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qui pâtit ? Ce qui pâtit, c'est la capacité à être en relation. Et regarde ce qui se passe dans le monde actuel, regarde les discours, c'est quoi ? Il y a une polarisation entre hommes et femmes qui est terrifiante en ce moment, avec tout un tas de femmes qui tiennent des discours qui sont très intelligents, très nourris et qui sont très justes en plus, mais qui désignent l'homme comme la bête à abattre, enfin voilà. Et puis il y a aussi des hommes qui, de leur côté, sont d'une violence inouïe vis-à-vis des femmes. Et donc on a une espèce de polarisation, alors qu'en fait on est vraiment, ces deux énergies-là, masculine et féminine, elles sont faites pour s'unir et pour créer ensemble. Donc on est complètement aux antipodes de là où on devrait aller. Et je pense que c'est en lien avec ça, si les gens aujourd'hui ne souhaitent plus faire l'amour. Et donc, je le disais, il y a des systèmes de dissociation qui sont mis en place, qui sont à notre disposition, et on y va parce qu'on aime ça, parce qu'on a été habitué. Et donc, il y a les écrans là-dedans. Ils sont très attirants, les écrans. Très attirant. Alors, certains diraient, ça peut bien tomber puisqu'on est trop nombreux sur cette planète. Donc, si plus personne ne fait l'amour demain, on va finir par résoudre notre problème. C'est un peu cynique, hein, c'est caricatural ce que je dis, mais... Non, c'est une tendance. C'est une tendance. Alors, un autre secret, n'attendez pas d'avoir envie pour faire l'amour. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je me souviens d'avoir lu, il y a assez longtemps, peut-être une dizaine d'années, un couple qui avait fait une expérience en disant on va faire l'amour, on va se forcer entre guillemets, sans qu'il y ait de violence, mais pendant 21 jours, pour voir ce que ça fait. Ils avaient tenté cette expérience. Et moi, j'aimerais bien connaître les résultats. Ça me plairait beaucoup de savoir ce qu'ils ont trouvé. Il faudrait que je retrouve cet article, parce que c'est extraordinaire, justement, les résultats. Et plus ils avaient fait l'amour, plus ils avaient envie. Alors, c'était dans un couple, justement, qui avait cette maturité d'aller dedans, évidemment. C'est ça. C'est-à-dire que quand je dis « n'attendez pas d'avoir envie pour faire l'amour », je ne suis pas en train de dire « votre femme n'a pas envie, c'est pas grave, vous pouvez y aller ». Voilà. C'est pas du tout de ça dont il s'agit.
Il s'agit simplement de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un désir extraordinaire qui nous habite de tout le corps pour commencer à faire l'amour. On peut très bien se retrouver à un moment de la journée ou de la soirée, être un peu vaseux ou avoir un peu de vague à l'âme ou pas être forcément très là et quand même se regarder, se parler avec douceur, se dire des mots d'amour, se caresser et être dans cette relation douce et corporelle qui va devenir de la sexualité. Et le désir, il va venir, il n'y a aucun doute. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Et en particulier les hommes qui, souvent, à partir de la quarantaine, ont peur d'avoir une érection qui les lâche. Je voudrais qu'ils comprennent que quand on est dans une sexualité de cet ordre-là, d'abord, on n'a pas besoin de l'érection tout le temps. On a besoin de l'érection qu'à certains moments, mais pas en permanence. Et d'autre part, si elle s'en va, c'est pas grave parce qu'elle va revenir. Elle vient, elle va, elle repart, et c'est assez rigolo finalement quand on regarde ça avec un peu de recul. On n'a pas besoin d'être dressé tout le temps, sinon on ne pourrait pas faire l'amour 5 heures. Voilà. Or, c'est ça le programme. Oui, on y revient sur le programme des 5 heures. Non, juste ça pour rire. Oui, j'entends, d'ailleurs, ça te fait rire. Oui, tout à fait, donc c'est ça. Donc on revient sur cette idée à la fois de lenteur, et puis peut-être aussi une vision que faire l'amour n'est pas uniquement un aboutissement avec orgasme et pénétration, puisque là, on est aussi au cœur du sujet. Pourquoi alors, j'ai reçu dans cette émission quelqu'un que tu connais bien, qui est Florentine D'aulnoy Wang, pardon. Et puis d'autres, une sexothérapeute il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle n'aime pas cette idée de préliminaire. Parce que qui dit préliminaire ou post-liminaire, comme tu les appelles, veut dire qu'en fait, il y a une épiphanie et qui est le moment de l'orgasme et qui serait absolument simplement ça à chercher dans l'inconscient collectif. Alors que finalement, l'amour, c'est tout. C'est tout. Il y a les préliminaires, post-liminaires, mais finalement, c'est un tout. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait le timer comme ça dans le temps ? Voilà, c'est une question que je mets un peu sur la table. Oui. Faire l'amour, c'est prendre du temps. Ouais. Prendre du temps d'être ensemble. En général, nus, la plupart du temps. Et d'aller à la découverte l'un de l'autre. Et cette découverte, il y a une chose qui est essentielle pour l'entamer, c'est les caresses. Alors, les caresses sont fondamentales parce qu'elles informent la peau, elles informent les cellules qu'elles peuvent se relâcher, qu'on n'est pas en danger, que le corps peut se relâcher complètement, le cerveau reptilien peut aller dormir et se reposer, et elles vont permettre une ouverture du corps. Mais pour que ça se passe, il faut que ça dure un certain temps. C'est-à-dire que les caresses qui durent 1 minute 30, elles ne servent à rien. Au contraire, elles alertent. Et pourquoi la lenteur est importante à ce moment-là ? Parce que quand on se caresse vite, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met le corps en alerte. Donc, on a besoin de le mettre au repos, de le mettre dans le lâcher-prise. Donc, il faut des caresses longues et lentes. Mais ce n'est pas des préliminaires, parce qu'on peut très bien faire l'amour comme ça pendant des heures, ou pas des heures d'ailleurs, avec simplement des caresses. Ou avec simplement en s'embrassant à différents endroits du corps. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de règle absolue. Tu dis, oubliez la technique, soyez présent. En fait, oui, c'est ça le truc. C'est ça. Le secret, c'est d'être présent. Le secret, c'est d'être vraiment là et de cesser d'être dans l'action. D'être vraiment dans le moment, dans ce qui se déroule en ce moment pour moi et pour l'autre, en restant attentif à l'autre. Et en même temps, l'orgasme est thérapeutique. On revient vers notre ami aussi, William Reich, enfin notre ami qu'on n'a pas connu, évidemment. Ah, mais on aurait bien aimé. Ni toi ni moi. Où on parle plus globalement de cette pleine capacité orgastique, même dans son cas. Alors, ce sont deux sujets connexes, mais un peu différents. Peut-être d'abord sur les vertus thérapeutiques de l'orgasme. Ce que dit Reich, c'est que le corps a besoin de l'orgasme pour se relâcher complètement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'une manière générale, notre corps, il est tout le temps en alerte. On est toujours avec une espèce de radar qui essaye de voir s'il n'y a pas un danger quelque part. Si on court pas le risque de se faire agresser, voilà, c'est permanent. Et tout notre corps est du coup, en biodynamique, on appelle ça un réflexe de sursaut. Il est prêt à partir très vite, à fuir, à combattre, voilà.
Reich, et ça crée ce que Reich appelle les cuirasses musculaires, qui entretiennent en fait ce réflexe de sursaut. Bon, je vais très très vite pour expliquer des choses un peu complexes. Et ce que Reich dit, c'est que l'orgasme a une fonction de relâchement total du corps qui remet un peu les compteurs à zéro. Et que ça, c'est nécessaire pour que le corps aille bien. Il dit aussi quelque chose qui n'est pas très souvent relevé, je trouve, c'est que il dit que ce qu'il faut, c'est retrouver ce qu'il appelle la capacité orgastique, la pleine capacité orgastique, et qu'une fois qu'on l'a trouvé avec un partenaire, ce partenaire-là, on ne le lâche pas. Et ça c'est marrant parce qu'on a accusé Reich d'encourager l'immorale sexuelle et tout un tas de relations extra-conjugales et tout, mais Reich, il n'a jamais dit ça. Reich, il a juste dit, une fois que vous aurez trouvé la personne avec qui vous avez votre pleine capacité orgastique, celle-là, vous n'avez pas à la lâcher. Si ce n'est pas votre mari, si ce n'est pas votre femme, eh ben, effectivement, ça va avoir un effet sur votre mariage. Mais en fait, c'est facteur de stabilité. Voilà. Donc, il voit l'orgasme comme quelque chose qui apporte du bon pour le corps et qui est facteur de stabilité amoureuse et relationnelle. Alors quand on t'entend, ça peut un peu faire peur parce que des personnes qui avaient une bonne relation sexuelle au début du couple, comme tu l'as dit, parce que les papillons dans le ventre, mais qui n'ont pas forcément eu cette maturité sexuelle dans le temps, ça voudrait dire qu'il faut quand même à un moment donné changer de personnel, le bon lapsus, de partenaire, mais qu'il faut trouver cette personne pour trouver la pleine capacité orgastique. On n'est pas obligé de s'engager dans un chemin de découverte et d'exploration de soi par la sexualité. Hein. Moi, c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et encore une fois, on peut très bien trouver ça avec son propre partenaire. Et je trouve que le livre et le stage donnent des clés pour ça. Parce que c'est vraiment, moi, c'est vraiment mon idée, c'est de dire, vous avez déjà près de vous quelqu'un qui vous aime, mais peut-être vous avez un peu perdu le mode d'emploi, tous les deux, pour vous le dire, pour vous le prouver, pour vous le montrer. Et si on prenait le mode d'emploi, et si on allait voir comment on peut faire renaître l'amour chez nous, et de là, naître une belle sexualité. Et un dernier secret, on approche de la fin de cet épisode. Je mentionne aussi qu'avec Claude Parisot, on a lancé un programme dans Objectif Métamorphose, qui est un petit programme payant, mais qui permet de faire l'initiation et l'apprentissage du dialogue imago, justement, comment parler en conscience. Parce que tu en parles, j'ai pas trop détaillé dans cette interview, parce qu'on a fait déjà des interviews avec Claude sur le sujet, avec Florentine aussi, et puis on a ce programme qu'on propose pour aller plus loin dans le dialogue. J'imagine que dans les stages, vous revenez aussi sur la manière dont on s'exprime. Il y a plusieurs manières de le faire, hein. Il n'y a pas que imago, d'ailleurs. Là, je cite imago, mais c'est pas la seule voie. Peut-être pour terminer cette interview, comment, c'est le secret numéro 7, comment on peut sacraliser la sexualité ? On en a déjà parlé, mais tu proposes des exercices comme la salutation du cœur, par exemple, et cette sexualité qui mène à l'éveil. Toi, tu as le sentiment de l'avoir vécu dans ton couple, déjà, cette forme de sexualité. Là, c'est vraiment l'acmé de l'interview. Je vais te dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai rencontré Sabrina. Et quand on s'est rencontrés... Qui est ton épouse, hein ? Qui est mon épouse. Oui, merci de le préciser. Quand on s'est rencontrés et qu'on a fait l'amour, ça a duré 5 heures. C'était un truc absolument incroyable. On a été transportés dans un monde qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre. Et en fait, j'ai réalisé seulement aujourd'hui, donc il a fallu 15 ans pour que je le réalise, que c'était une illumination. En fait. Waouh. Mais je l'avais pas compris avant, tu vois. Donc, premièrement, pourquoi je dis ça ? Parce que je voudrais faire comprendre que ça existe, que c'est possible et que c'est pas réservé à quelques élus ou je sais pas quoi. Moi, à l'époque, j'entamais à peine mon parcours thérapeutique. Donc, c'était pas... voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sacraliser la sexualité, ça peut commencer par un long regard en se prenant les mains, les mains dans les mains, en se disant je t'aime et en se disant on va faire l'amour ensemble. C'est juste sacraliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre à part, donner une certaine solennité, considérer que quand je fais l'amour avec mon conjoint, je ne suis pas en train de vivre un acte de la vie ordinaire.
c'est quelque chose de spécial et que ça a une signification. Voilà. Quand je fais l'amour avec mon conjoint, je suis en train de lui montrer et de lui dire que je l'aime. Et donc, cet amour, il est incarné. Et ça en soi, c'est sacré. Dans les anciennes religions, bien avant les religions du livre, on considérait que la sexualité était sacrée. Et il y a même, dans certaines traditions, alors je ne sais plus lesquelles, mais il y a même cette croyance que le monde a été créé par un dieu mâle et un dieu femelle qui ont fait l'amour ensemble et ont créé le monde. Et par conséquent, quand on fait l'amour, on s'inscrit dans cette lignée-là. Et à chaque fois, on recrée un monde. Donc c'est quelque chose de magnifique. Quand on regarde la sexualité comme ça, on n'est plus tellement susceptible d'être intéressé par une sexualité de consommation mécanique qui est celle qu'on nous propose. On n'a pas besoin, on est plein, on est rempli et c'est bon. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait. Merci infiniment, Guillaume de Brévisson, pour ce partage vraiment à la fois intime, puissant. Nul doute que cette émission fera école et date, et que nombre de personnes qui vont écouter auront envie de faire circuler, j'imagine, cet épisode à leurs conjoints, à leurs amis autour d'eux, parce que c'est important, parce qu'au cœur de la sexualité, tu l'as dit au début de cet épisode, on parle de l'amour. Et quand on est en fait en amour avec soi, avec l'autre, ce monde est un peu plus en paix en réalité. Exactement. Donc on va aussi vers ça. Merci beaucoup pour toute cette profondeur. Je suis très touchée. Merci d'être venu nous parler de ce livre dont je rappelle le titre, S'expanouir, les 7 secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse, aux éditions First. Et puis aussi ce livre que tu as dédié à ton fils, qui est une lettre ouverte en fait sur la sexualité, tu avais envie de transmettre. Tu nous rappelles le titre ? De l'amour, du couple et de la sexualité, lettre à mon fils. Et c'était un partage, voilà, des choses qui sont parfois plus faciles aussi à écrire qu'à dire à des jeunes adultes ou à des peut-être même des... Oui, c'était pour pas être intrusif avec lui en lui parlant de sexualité, j'ai préféré lui écrire. Et ce livre-là, c'est un livre sur la sexualité masculine. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je rappelle aussi, évidemment, on peut retrouver toutes ces informations sur les différents sites, universitédelamour.fr, S'expanouir en couple, et puis ce stage dont on a parlé, qui se déroulera en Vallée de Chevreuse, dans un centre, et qui peut accueillir une dizaine de couples pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées du 10 avril au dimanche 14, et puis il y en aura d'autres en 2024 et certainement en 2025. Merci infiniment, Guillaume, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci. Oui, à bientôt. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.